Première nuit pluvieuse à Melbourne, une grosse réaction d'Arthur Fils et une question, la pépite française peut-elle illuminer la saison 2025 et rêver pourquoi pas à terme d'un grand chelem? On va se poser la question dans cette vidéo. La remontada folle de Nishikori et le rêve humide de Djokovic, c'est le programme cerné de ton premier digest de l'Open d'Australie 2025. Je te laisse claquer ton plus beau pouce et on attaque juste après ça. On attaque ce premier côté réseau de la saison, yes, avec la grosse info de ces derniers jours, c'est donc cette annonce par rapport à Jannik Sinner. Vous le savez, testé 2 fois positif au close table la saison dernière, et donc nous aurons une audience, c'est le TAS qui a annoncé ça, ce sera le 16 et le 17 avril. Je trouve que c'est un petit peu tard, ça laisse encore 3 mois de questions, d'interrogations par rapport à cette situation, et donc pour rappel, hein, l'agence mondiale antidopage nous rappelle Univers Tennis requiert une suspension entre 1 et 2 ans pour négligence. Ces dernières semaines ont également été le théâtre de tensions entre Jannik Sinner et l'influenceur Nick Kyrgios. Kyrgios qui a décidé de cibler Sinner par rapport à ce double test positif, a posté des emojis seringues et a harcelé à peu près tout le monde, y compris le fils de Lleyton Hewitt sur Instagram. Bizarre hein, pour quelqu'un qui se plaint en permanence d'avoir été harcelé lors de son enfance et son adolescence, mais rassurez-vous, les choses se sont enfin tamisées, elles se sont calmées. Regardez donc le joueur italien et le joueur australien enfin rabiboché. Sur une note un petit peu plus sérieuse, c'est l'autre grosse info de ces dernières heures. À l'Open d'Australie de cette année, vous le voyez, les entraîneurs peuvent choisir désormais de s'asseoir au niveau du terrain avec les joueurs dans des modules. Alors là, vous voyez Craig Tiley installé dans ce module qui est à l'angle du court. Et ça affichera également les statistiques en temps réel. Évidemment, ça pose des questions. Est-ce que les joueurs vont se transformer en babouins qui répliquent les consignes de leurs entraîneurs? Moi, je trouve que ça modifie, ça change complètement l'ADN du tennis. Après, je suis peut-être un petit peu trop un puriste. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais la vraie raison derrière tout ça, c'est pas forcément d'aider les joueurs. Non, Craig Tiley, il a révélé le poteau rose. Nous pensons que les modules vont créer des histoires plus importantes avec les entraîneurs, un récit plus intéressant, donner plus de visibilité aux entraîneurs, et il y a de fortes chances que nous voyions là-bas des choses assez intéressantes. En fait, en gros, je résume, c'est pour faire des TikTok. Nouvelle info dans ce côté réseau, et les propos de Novak Djokovic en conférence de presse, très pertinent. On lui a posé la question sur ses records, est-ce qu'ils seront battus? C'est toujours très intéressant ce que dit Novak Djokovic en conférence de presse. Les gens disent que mes records ne seront jamais battus, j'en doute, livre-t-il. Carlos pourrait déjà être le prochain, même Jannik, s'ils prennent soin de leur corps, s'ils font les choses correctement, s'ils se concentrent sur la longévité, sur le long terme, alors ils peuvent y arriver. Donc ça, personnellement, c'est un point que je défends depuis plusieurs mois maintenant. Je pense que c'est un record qui tombera de notre vivant. On verra un joueur au-delà des 24 grands chelems. Je m'étais fait défoncer par une partie de la fanbase de Djokovic pour avoir osé émettre cette idée. Eh bien, vous voyez, Djokovic lui-même est d'accord avec ce principe. Il continue sur Carlos Alcaraz et notamment sur cette volonté de vouloir marquer l'histoire. C'est en bleu, il a lui-même déclaré qu'il voulait écrire l'histoire. Je respecte cette mentalité, dit Novak Djokovic. Alors ça rappelle à certains égards sa propre carrière, sa propre évolution à Djokovic. Quand il est arrivé sur le circuit, il y avait déjà Roger, il y avait déjà Rafa. Et lui, tout de suite, il a dit « Je veux faire un régicide, je veux exploser ces gars-là, je veux absolument les défoncer ». Et d'ailleurs, c'était parfois certains mots dans des conférences de presse, une attitude sur le court qui a pu gêner, qui a pu outrer. Et dans ce discours, dans cette ambition démesurée, je trouve qu'il y a un pont entre le jeune Novak et le jeune Carlos. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de fans de Djokovic qui reprochent à Alcaraz d'avoir cette ambition, d'avoir ce discours. Mais attention, il ne faut pas être amnésique comme Pierre Chabrier. Djokovic était également présent dans JQ, le mec était partout avant l'Australian 2025, et il a répondu à une question sur son après-carrière, qu'est-ce qui va se passer dans sa relation avec Federer et avec Nadal, et il a expliqué « J'aimerais boire un verre ou deux avec eux et leur parler des choses qui ont énervé tout le monde chez moi, ou vice-versa. J'aimerais aussi leur demander leur avis et comprendre ce à quoi ils pensaient, comment ils géraient certaines situations sur le court, les pressions du monde qui pèsent sur vos épaules lorsque vous êtes au sommet du jeu. Je pense aussi que cela enverrait un excellent message aux personnes qui suivent le tennis et le sport. » Cette réunion d'anciens champions, ça avait été, je trouve, l'un des meilleurs contenus de ces 5 dernières années. Ça avait été livré par Eurosport, un vidéocast avec Mats Wilander, avec John McEnroe, Ivan Lendl et Boris Becker. Moi, franchement, je l'espère. Après, il faudra trouver un cadre où on peut avoir de la sincérité, où on peut avoir des propos tout à fait transparents.
mais en tout cas j'aurais très envie de voir ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on aimerait bien voir aussi, c'est un Français qui remporte enfin un grand chelem. Ça fait depuis 1983 qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Yannick Noah contre Mats Wilander, ça fait 75 ans, ça fait 120 ans qu'on n'a pas vu de Français remporter un grand chelem, c'est effroyable. Il faut enfin y arriver. Alors est-ce que Arthur Fils est cet homme? Est-ce qu'il est ce joueur? Je veux ce débat dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que Arthur Fils, qui est 20ème, qui est pas mal là, après contre Virtanen, on va en parler, c'était délicat ce début de match, mais j'ai bien aimé la réaction. Est-ce qu'il peut nous illuminer la saison 2025? Alors déjà un début de match horrible de la part de notre tuteur national, avec 4 énormes fautes directes très précoces sur ce jeu à 4 partout, alors qu'il est déjà mené d'un set. Virtanen qui arrose dans tous les sens, qui envoie des missiles sol-sol, et on a un Fils qui quand même au niveau de l'attitude c'est pas mal. Ça peut être le péché mignon ça d'Arthur Fils, on l'a encore vu en 2024, cette immaturité, cette tendance à se frustrer. Là je trouve quand même que sur le langage corporel il a été bon du début à la fin, même s'il y a eu quelques petites secousses. Mais là ce qu'on attend d'Arthur en 2025, eh bien, c'est la saison de la maturité, avec une concentration quasiment du début à la fin de la saison, pas de moments où il va lâcher les matchs comme il a pu le faire surtout sur le premier semestre 2024, avec également des progrès sur le retour de service, avec l'appui de sa main gauche sur les retours de revers, ici notamment très belle longueur, très belle réaction de Tutur sur ce jeu du débreak, et puis il l'a dit aussi en conférence de presse, et pour moi c'est un point cardinal pour lui, c'est de ne pas se frustrer, de rester dans le combat, de savoir également que sur le format en best of 5, ce sont des victoires qui se construisent sur la durée et sur les momentum. Ici par exemple, la fin du deuxième set, le début du troisième set pour Arthur Fils dans le scénario de ce match. Alors il y a également pour Arthur tout le poids des attentes, nécessairement. Et aujourd'hui quasiment, tout le monde a un super service, tout le monde a un super coup droit, ça se joue plus dans ce secteur, le secteur le plus important dans le tennis moderne, je me répète, j'insiste, c'est capital de le comprendre, c'est le retour de service. C'est là maintenant que ça se joue. Si tu as un retour de service un peu mid, 30e, 40e place sur les stats avancées, c'est pas bon, tu peux pas remporter de grand chelem comme ça. Il faut avoir un retour exceptionnel. Arthur, sur le site officiel de l'ATP, est considéré comme le 40e relanceur selon les stats avancées. Alors ça montre une coordination œil-main peut-être pas encore tout à fait affûtée. La clé aussi au retour, c'est quel coup tu choisis. Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu essayes immédiatement d'agresser ton adversaire comme il l'a fait dans cette position dans le tie-break avec un retour plein centre? Ça c'est la zone parfaite, hein, juste dans les yep du serveur qui a pas le temps de se réorganiser. J'ai bien aimé aussi la modulation de Fils sur ce match, qui a essayé de décrocher, parfois d'être beaucoup plus impactant offensif. L'un de ses matchs fondateurs au retour de service, ça avait été contre Shelton à Tokyo la saison dernière. Un autre point sur lequel j'aimerais voir Arthur progresser, je pense que c'est le différentiel entre lui et du Djokovic et du Sinner, Alcaraz aussi dans certaines positions, c'est comment tu arrives à annuler le +1 de ton adversaire quand il t'envoie une babouinade droit devant. Et ici on voit un Arthur qui est un peu lourd, un peu costaud sur ses cuisses, qui va réussir quand même à trouver un joli contre, mais ça va s'arrêter ici. Il faudrait trouver beaucoup plus en constance, en régularité, ce coup en défense, comme peut le faire par exemple un Novak Djokovic, avec une énorme explosivité sur la transition, être aérien, également profiter de la tranchée que tu viens de creuser pour repartir, pour appuyer sur ce pied et paf, repartir immédiatement. Là, à ce niveau-là, il suffit de regarder un Alex de Minaur par exemple. Donc Arthur Fils, on résume. Le service, c'est pas mal. Le coup droit, c'est pas mal. Il arrive de plus en plus à tenir la cadence également sur le revers, à rediriger. Il faut réussir peut-être à améliorer sa shot selection, à moduler davantage son tennis, plus d'amorti, plus de montée à contre-temps, plus de service volé. Mais voilà, ce sont des petites pierres que on rajoute au fur et à mesure. La base, elle est quand même déjà très solide, hein. Il y a une giclette en coup droit parfois. Il arrive à te mettre un volume qui est incessant, qui est épouvantable. Alors, est-ce que ça donne un potentiel qui peut remporter un grand chelem d'ici 4-5 ans? Eh bien, on peut continuer la conversation dans les commentaires. Je suis pas fermé à l'idée. La pure folie de la nuit, c'était électrisant cette remontada folle de Kei Nishikori qui a encore remporté un match en 5-7. C'est un joueur qui a des stats prodigieuses à ce niveau. 2 balles de match pour Montero à la fin du 3e set. Et regardez ici, à chaque fois, Kei Nishikori qui va réussir, qui va trouver cette zone étonnante, servir le coup fort de Montero. Très surprenant, très malin. Nishikori qui va attendre sa 12e opportunité pour remporter enfin sa première balle de break.
double faute juste avant de la part de Montero. On sent qu'il y a quand même une crispation, une tension de la part du joueur brésilien. Si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un amour immodéré pour le timing, la précocité des frappes de Nishikori, la pureté de sa technique, que ce soit en revers merveilleux, soyeux ou en coup droit, ici tout en demi-volée, 67 coups gagnants, 42 fautes directes sur l'ensemble du match. Et dès le mi-temps du 4e set, on sent que Montero a perdu la partie. En plus, on a l'adducteur qui commence à queener. Mais néanmoins, quel kiff, quel bonheur de voir Nishikori réussir à terminer plus ou moins sa carrière selon ses propres termes. Je trouve que c'était un talent qui méritait de remporter un majeur. Il a fait une finale à l'US Open en 2014. Ici, encore, on reprend tout en demi-volée. C'est hallucinant, cette coordination, cette fluidité. Nishikori, l'un des plus beaux joueurs de sa génération. On se termine avec un mot rapide sur Hugo Humbert. Oh là, ça a été dur, hein. C'est passé vraiment sur un fil contre Gigante avec des smatchs assez approximatifs. Ça a réussi à passer, mais franchement, chaque set était méga étricax. Va falloir hausser un tantinet le niveau sur la suite. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez donc 2 offres à votre disposition sur cette Open d'Australie 2025. Jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. Ça, vous la connaissez, mais vous avez également un code SV10 juste après cette première inscription pour avoir un capital jusqu'à 210 € pour parier sur vos compétitions préférées et notamment sur l'Open d'Australie, offre exclusivement réservée aux adultes. Et demain, on a une journée, les frérots, qui est hallucinante, qui est tout simplement aberrante, écœurante, du Stefanos Tsitsipas contre Mikkelsen. Attention, je vois bien l'Américain grappiller à minima son petit set. Je déroule l'ensemble des rencontres et là forcément vous avez les yeux qui sortent de leur orbite. Attention à Martin Landaluth de ne pas enterrer trop vite Maccabi. Landaluth qui dispute son premier grand chelem en carrière, très gros potentiel espagnol. On continue à dérouler, Sinner qui devrait exploser. Jarry, peut-être un set pour Jarry en cas de départ Kusa du grand favori italien. On continue la déroulade, vous avez du Kokinakis contre Safiullin, ça risque de partir sur du 4 ou 5-7. On connaît les matchs à rallonge du coq. On continue, on déroule. Alors je sais pas pourquoi, mais Félix Auger-Aliassime qui remporte un titre là, ça va pas du tout. Ça sent la connerie contre Struff. Je sais pas, j'ai vraiment un instinct là-dessus. Le Kyrgios Fernley, alors est-ce que Kyrgios va pouvoir jouer? Mais à 1,78, la cote, franchement, elle est plutôt pas mal. Moi j'irai dessus sans aucun souci. Bon, il y a une petite annonce à vous faire. Demain, on se retrouve pour mon premier mag sans filet de la saison. Je serai toute la saison 2025 sur Winamax en plateau, mais pas que les lundis. On a décidé de renforcer notre collaboration. Il y aura beaucoup plus d'émissions en dehors du mag. Donc n'hésitez pas demain à passer dans l'émission. On va se régaler, on va parler de l'Australian, on va parler également des matchs de la Noche. Ça va être très sympa. Passez, faites un petit coucou dans le chat. Et nous sur la chaîne, du coup, on reprendra soit mardi après-midi, après l'émission du mardi, dans laquelle je serai également présent, soit mercredi. On verra quand est-ce qu'on se time. Ça dépendra également de mes possibilités en termes de logistique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et kiffez la nuit demain.